Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la culture d'apprentissage présenté par Madame Marie-Pierre Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous allons débuter par vous présenter un mot de notre président du conseil d'administration chez Mallette, Monsieur Mario Bédard. Bonjour tout le monde, mon nom est Mario Bédard, associé directeur de la région Québec-Mauricie pour Mallette et président du conseil d'administration. Je suis très heureux, encore une fois aujourd'hui, d'avoir la chance de lancer ce webinaire sur la formation, une nouvelle façon de voir la formation qui va être présentée par mon amie Marie-Pierre Saint-Hilaire d'Agenda. Avant, je veux un petit mot sur Mallette. Je veux vous rappeler que Mallette, c'est une firme de comptables à la base qui a 1000 personnes réparties dans 30 bureaux. Notre base de recrutement est un recrutement universitaire de CPA, bien entendu. On recrute dans les universités du Québec environ une quarantaine de ressources à chaque printemps. On vient de le faire et on commence au mois de mai. Et on a beaucoup de formations chez nous. Les jeunes qui arrivent chez nous, c'est un stage de 2 ans, donc très supervisé par l'Ordre des comptables agréés et en même temps par notre organisation. Donc, les gens ont beaucoup de formations au cours des 2 premières années. Par la suite, c'est vraiment pas terminé parce que souvent, les jeunes comptables, après quelques années, certains restent en audit, comme j'ai fait dans ma carrière, mais plusieurs vont se chercher des spécialités et donc la formation devient très importante. Pensons à nos fiscalistes qui vont retourner sur les bancs d'école, souvent à l'Université de Sherbrooke, faire une maîtrise en fiscalité pendant environ 2 ans avant de nous revenir spécialisés pour ce domaine. Pensons aux gens qui veulent devenir syndics. Les syndics aussi, c'est souvent des CPA qui, par la suite, pendant 2-3 ans, vont étudier tout en travaillant pour aller chercher leur licence de syndic. Et dans nos services conseils, plusieurs titres sont possibles pour différentes personnes. Exemple, en jury comptabilité, pour régler les litiges, les évaluations, mais dans le cadre de litiges. Pensions à nos EEE, nos experts en évaluation d'entreprise, qui eux aussi vont chercher un titre pour faire des évaluations pour les business, souvent dans le cadre de transactions, de ventes d'entreprises. On a aussi des gens qui vont aller faire leur CFA pour aussi travailler au niveau du M&A dans les business. Donc, beaucoup de formations qui sont possibles. On a des gens qui vont aller faire leur CISA pour nous aider dans la vérification technologique de nos clients. Donc, beaucoup de formations possibles dans différentes branches. Nous avons aussi un département d'actuariat. Pour ceux qui connaissent un peu le département d'actuariat, quand ils commencent à travailler chez nous, ils ont souvent encore plusieurs examens à faire. Pour devenir fellow en actuariat, il faut réussir 10 examens. Donc, pendant des années, ils vont être au travail chez Mallette et en formation en actuariat. Par-dessus tout cela, arrivent toutes sortes d'autres formations, dont certaines qui nous sont données par Agenda pour spécialiser nos gens dans différentes sphères d'activité. Je ne parle pas plus longtemps là-dessus. Je retourne la parole à Julie et je vous souhaite une bonne conférence avec mon amie Marie-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup, Mario. Effectivement, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'entendre Madame Marie-Pierre Saint-Hilaire de Agenda pour nous parler de la culture de transformation. Mais juste avant, je veux vous glisser quelques mots sur le réseau Mallette qui est aujourd'hui qui présente le webinaire. Alors, le réseau, c'est environ 300 membres, des hauts dirigeants, des dirigeants d'entreprises partout à travers le Québec qui se réunissent lors d'activités de formation pour échanger sur leur plan d'affaires, sur leur stratégie d'affaires dans le but de toujours innover et de toujours exceller. Si jamais vous aimeriez en savoir plus sur le réseau Mallette, je vous invite à visiter notre site réseaumallette.ca et de communiquer avec nous. Nous allons pouvoir vous en dire plus à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir animer avec Madame Saint-Hilaire. Pour que vous sachiez, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Par contre, on aimerait bien avoir vos questions tout au long du webinaire. Il y a un onglet sur Teams qui s'appelle questions et réponses. Donc, vous pouvez nous écrire vos questions directement pendant la présentation de Madame Saint-Hilaire et nous allons pouvoir, à la fin de sa présentation, prendre ces questions et y répondre directement. Donc, je vous invite à le faire amplement durant le webinaire. Maintenant, j'aimerais vous présenter Madame Saint-Hilaire avant qu'elle débute sa présentation. Alors, elle a toujours eu à cœur d'amorcer les transformations. Déranger ne la dérange surtout pas. Marie-Pierre aime remettre en question le statu quo pour générer le dépassement. Nommée au prestigieux classement du Canada's Top 40 Under 40, donc les Canadiens performants de moins de 40 ans, l'entrepreneur dans l'âme a fondé AIFI Expertise pendant son MBA en affaires électroniques à l'Université Laval. Marie-Pierre a fait croître son entreprise en s'appuyant sur son sens inné des affaires, en s'entourant d'une équipe talentueuse, en misant sur une programmation de formation de Harvard qui était destinée aux dirigeants d'entreprise et en cultivant un réseau impressionnant de partenaires.
Donc, depuis, iFi Expertise a été intégré sous la marque Agenda. C'est devenu aujourd'hui une fière division de Agenda. Donc, le groupe compte maintenant plus de 150 employés et figure au palmarès des 300 plus grandes, des 300 plus grandes PME du Québec. Donc, sur ce, je laisse la parole à Mme Saint-Hilaire pour nous parler de la culture de transformation. Bon webinaire. Oui, ben c'est ça, effectivement. Je suis une amie de Mario et surtout aussi une fan finie de Mallette. Alors, je suis le style d'entrepreneur très loyal qui fait affaire avec Mallette depuis maintenant 15 ans sur 20 ans. Puis les 5 ans qui m'ont manqué, c'est simplement parce que je les connaissais pas. Alors, merci beaucoup. Je suis super contente de contribuer au réseau Mallette avec mon expertise, qui est effectivement une expertise de transformation, autant du côté culturel, du côté technologique, que du côté, évidemment, compétences et talents. Alors, aujourd'hui, on va parler de formation, on va parler d'apprentissage, mais avec un brin, évidemment, là, du bureau du futur et de qu'est-ce qui va, après pandémie, nous poindre au bout du nez dans toutes les transformations puis l'évolution des business qu'il va y avoir présentement, évidemment, au Canada, au Québec, mais dans le reste de la société. Alors, j'ai une amie qui va tourner les slides, alors ne vous étonnez pas si je demande. Merci. Alors, je vais commencer par le futur du travail, puis là, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le futur du travail, puis la culture d'apprentissage, puis la fille est en formation, de pourquoi elle va me parler de ça. C'est que depuis plusieurs années, on parle du futur du travail par des éléments super concrets. Là. Donc, de dire, vous avez dû voir plein d'articles sur les nouveaux bureaux d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est à air ouverte, on a des salles de conférence, mais on a aussi des couches. On veut se sentir à la maison au bureau. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a dans un triangle, dans le futur du travail, il y a un triangle qui est très, très clair où est-ce que les espaces physiques deviennent excessivement importants pour nous. Et on s'est rendu compte aussi que les espaces virtuels, comme par exemple justement un outil comme aussi concrètement que Office 365, nous permettent d'avoir accès justement à des Teams, à des Yammer, à des outils qui vont nous permettre de nous connecter puis recréer un peu un espace virtuel, même si on a aussi les espaces physiques qu'on utilisait massivement avant la pandémie et qu'on va quand même réutiliser sous peu parce qu'on ne peut pas travailler 100% virtuel. Là, on sait, les humains sont des bébites qui veulent connecter. Et on a aussi l'espace qu'on appelle l'espace humain. Quand on parle d'espace humain, c'est quoi? C'est que même si on parle de technologie, puis on parle d'espace physique, d'endroits où est-ce qu'on peut se connecter, il y a tout un développement de compétences qui s'inscrit dans l'évolution de nos marchés actuellement et qui nous oblige à nous repositionner autant au niveau des leaders qu'au niveau de spécialistes qu'au niveau de professionnels dans le monde du travail pour rester pertinent. Donc, la pertinence que j'avais moi comme individu, comme leader il y a 5 ans, c'est plus la même chose. Donc, il y a 5 ans, j'avais un poste, j'avais une fonction dans mon domaine, dans mon équipe, dans mon industrie, dans la société qui évolue aussi, puisqu'on le sait, là, 42% en ce moment des fonctions n'existent même pas. Donc, des carrières qu'il va y avoir dans 5 à 7 ans n'existent même pas pour le moment. Donc, on ne peut pas créer, on ne peut pas tout prévoir l'avenir. C'est un des beaux points, puis c'est un des points aussi du pourquoi les gens ont si peur ou sont aussi inconfortables avec la rapidité de l'évolution des marchés. J'aime beaucoup cette slide-là qui parle des grandes influences en action parce que j'ai tendance à donner beaucoup de conférences là, ces temps-ci à cause de la pandémie. J'en donnais avant. Et avant, je l'utilisais et j'utilisais le même discours. C'est juste que j'expliquais que les grandes influences qu'on voit là-dedans prendraient environ 3 à 4 ans pour y arriver puis avoir vraiment un impact majeur dans nos organisations. Mais là, finalement, le 3 à 4 ans, finalement, il a changé en 1 an, 1 mois, 2 mois maximum à cause, évidemment, du COVID-19. Je ne sais pas si vous avez vu une blague sur Facebook que j'adore. Qui a transformé dans mon organisation? Est-ce que c'est mon CEO? Est-ce que c'est mon chef des technologies ou c'est COVID-19? Et la réponse est c'est COVID-19 parce que ça nous oblige à évoluer de façon plus rapide. Donc, les grandes influences en action, quand on parle de société connectée, on parle de mutation rapide de marché, je vais vous parler beaucoup de rapidité en ce moment parce que c'est le gros fer de lance de ce qu'on vit en ce moment. Et c'est aussi le grand impact qu'on a sur les individus, sur le stress chronique, sur la façon dont on va faire évoluer, nous, nos compétences, mais comment on va faire aussi évoluer nos entreprises pour être capable de perdurer dans le domaine, puis avoir du plaisir sans être obligé d'avoir une pression continuelle.
Je lève le flag sur le stress chronique. Le stress chronique, j'aime beaucoup ça, en parler parce que c'est pas du stress. Un stress chronique, c'est des éléments extérieurs, c'est les voir sur Wikipédia, c'est des éléments extérieurs qui génèrent un stress quotidien sur une personne de façon continue puis à petite dose. Et ça génère des stress chroniques. Et ces stress chroniques-là donnent des comportements qui sont complètement différents de ce qu'on voudrait avoir comme comportement en société. Et c'est ce qu'on vit aussi beaucoup. Tu sais, on parle de santé mentale et compagnie en ce moment. C'est ce qu'on vit beaucoup. Et donc, il y a toute une approche au niveau de l'apprentissage qui va venir apaiser ça. Fait que quand on parle de mutation rapide de marché, de complexité, le nombre de données, on le sait, hein, même dans tous les domaines, on a un nombre de données incroyable. On a généré 80% des données du monde entier depuis les 4 dernières années. Mais on n'est pas capable encore de tous les utiliser efficacement. L'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle commence à peine, le machine learning, qui vont nous permettre de pouvoir transiger les données efficacement, puis être capable après ça de les utiliser pour nous, pour notre travail, etc. Le challenge de ces données-là et de la complexité, c'est que les données sont de moins en moins bonnes, de plus en plus rapidement, étant donné la vitesse. J'attirerai votre attention sur un truc, vu qu'on parle de culture d'apprentissage, les générations. C'est la première fois en toute la vie qu'on a 5 générations en même temps qui travaillent en même temps. Gros challenge, pas des générations, mais des besoins de cycle de vie de l'employé. Et c'est là aussi que s'inscrivent les besoins d'apprentissage beaucoup plus pointus qu'on le vivait avant. Vous pouvez tourner la slide. Donc, si on regarde tu peux tourner la slide. Donc, si on regarde, les changements s'accélèrent de façon exponentielle, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Dans vos questions que j'ai pris le temps de regarder, parce qu'on a déjà eu plusieurs questions, il y avait une question qui disait, ouais, mais les gens, là, est-ce qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes ou combien de pourcentage de gens sont capables de pouvoir s'auto-suffire, s'auto-motiver, s'auto-engager, etc.? Bien, la morale de l'histoire, et selon Harvard, c'est que c'est seulement 10% du monde entier. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut dire que comme humain, on est habitué et on a été développé comme ça dans nos écoles du temps. Si on regarde, par exemple, la Finlande développe des écoles complètement différentes justement pour augmenter ce pourcentage-là. Il y a seulement 10% des gens qui vont s'auto-motiver puis qui vont se dire « Ah, je vais continuer à apprendre des trucs, etc. Je vais m'auto-former, je vais trouver des sites qui vont m'intéresser, des formations qui vont m'intéresser. » Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent par communauté, ils sont connectés, ils entendent des choses, ils se font influencer. Ils ont besoin d'un leader qui va pouvoir les aider à évoluer dans leur domaine. Là, ça, dans une mutation rapide, intense, comment on est capable de pouvoir accompagner ces 90%-là et comment on est capable de continuer à motiver quand même le 10% pour qu'ils soient toujours dans l'innovation pour la créativité. On tourne la slide. Donc, ça, j'aime beaucoup le montrer parce que ça a un impact majeur sur l'évolution des organisations, ça a un impact majeur sur la façon dont on lead nos équipes de travail, puis ça a un impact évidemment sur nous-mêmes. Madame Dearborn, qui est un être que j'adore, qu'on a fait venir chez Agenda à Montréal pour quelques clients l'année passée. Madame Dearborn est responsable de la vice-présidence culture et talent de SAP à Silicon Valley, 180 000 employés. Donc, 180 000 employés, quand même une grande complexité de faire évoluer tout ce beau monde-là à la bonne vitesse dans un monde en technologie au cœur même de la Californie. Et ce qu'elle expliquait, qu'il vivait déjà maintenant et qui s'en venait, c'est ce qu'on voit dans la vision du futur versus la vision actuelle au niveau des carrières. Donc, la vision actuelle, on sait, puis on sort de l'école, on sait principalement où est-ce qu'on s'en va, c'est des escaliers. Donc, on sait les endroits. On sort de l'école, par exemple, comme comptable, on veut aller dans un bureau de comptable ou on va aller en entreprise. On sait les échelons qu'on veut. Est-ce qu'on veut se spécialiser? Est-ce qu'on veut devenir gestionnaire? Est-ce qu'on veut devenir consultant? Il y a des escaliers qui sont très clairs. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans la même escalier toute la vie, mais ça veut dire ça va être très clair les 30 prochaines années ou les 35 prochaines années vers où est-ce qu'on peut aller. Okay? L'enjeu maintenant des 5 générations est du 50 ans de métier plutôt que une moyenne de 35 ans. C'est vers là où est-ce qu'on s'en va. Bien là, automatiquement, on se rend compte que les gens, puis Mario en parlait, les gens se cherchent des projets plutôt que de travailler sur des escaliers de carrière. Alors, ce que ça fait au niveau des compétences, c'est qu'on appelle ça le T-shape. Donc, on a des spécialités qui sont bien à nous, sur lesquelles on a appris, sur lesquelles on s'appuie dans notre carrière. Puis, on a des mineurs, donc c'est des talents qu'on n'a pas nécessairement développés pour X, Y reason, mais qu'on pourrait développer et qui pourraient aussi contribuer massivement à notre équipe
à notre organisation ou même dans notre industrie. Et des fois, ça n'a même pas aucun rapport avec qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est là qu'on voit au niveau du futur vers où est-ce qu'on s'en va. Et c'est là que ça a un impact majeur au niveau de l'apprentissage. C'est que maintenant, plutôt que de travailler les gens par spécialité, on les travaille par projet. Donc, il peut y avoir des projets, grosses boules dans votre slide deck, c'est que c'est un projet qui a transformé ma vie professionnelle versus un autre projet où est-ce que je suis allée chercher des talents X, Y, Z qui m'ont permis d'évoluer, mais qui ont eu un peu moins d'impact dans mon secteur. Ça, mappé à l'évolution de notre organisation qui doit évoluer rapidement, comment qu'on s'en sort comme humain puis comme individu pour être capable d'y arriver sans perdre un peu notre lapin. Donc, on tourne le slide. Donc, la relation formation-travail doit se transformer. Elle est déjà en train de se transformer. Elle passe d'un événement spécifique à maintenant des habitudes qui sont vraiment ancrées culturellement dans les organisations, dans les équipes, puis chez nous. Donc, il y a une responsabilisation maintenant de chaque individu. Si je vous ramène sur le 10 versus 90 on travaille le 90 des gens pour les accompagner à être capables de voir leur développement, leur contribution, leur pertinence, leur impact de façon différente et que ça devienne leur responsabilité et non pas juste la responsabilité des universités, des organisations, etc. Ça, c'est du stock parce que tu dis, OK, mais je commence où? Moi, je veux bien contribuer, mais je commence où? Fait qu'on m'a posé une question d'ailleurs sur le comportement universitaire présentement, puis l'importance et le positionnement des universités par rapport à l'évolution des marchés. C'est un grand enjeu. On a parlé de mon MBA exécutif à Harvard. Je suis en train d'en faire un aussi à London Business School parce que je voulais voir un peu l'aspect britannique, donc l'aspect canadien, l'aspect américain, l'aspect britannique des choses. Dire que je n'étais pas vraiment un élève modèle à l'université, c'est très drôle. Maintenant, j'en mange. Mais ça, c'est un exemple. Comment on est capable de faire ça, puis comment on est capable d'aller plus loin dans cet événement vers habitude-là. La compétence numéro 1 qui est unique et on en parle mondialement, c'est super simple et on n'en parle pas encore au Canada, c'est apprendre à désapprendre et à réapprendre. Je m'explique. On parlait du stress chronique tout à l'heure, on parlait de la rapidité, on parlait de l'obligation justement d'évoluer de façon massive. Donc, si on regarde notre cerveau est un muscle. Et un muscle, ça se travaille et ça se garde en forme et tout ça pour nous permettre de ne pas voir la montagne qu'on va pouvoir atteindre puis qu'on va pouvoir marcher de façon trop intense. Fait que faut commencer par des étapes. Donc, on apprend à nos enfants à apprendre. C'est ce qu'on fait aussi à l'université, c'est ce qu'on fait aussi dans notre travail. On apprend à apprendre, on apprend des trucs, puis après ça, on met ça dans notre bagage. Maintenant, la compétence numéro 1, c'est d'être capable d'apprendre quelque chose. Pendant 2 ou 3 ans, on s'en sert, on la met ailleurs et on se met à désapprendre et complètement se poser la question puis se voir ça comme si on était junior pour apprendre d'autres trucs, d'autres mineurs qui vont nous permettre d'augmenter notre bagage. Et après ça, on réapprend. Fait que ce que ça fait, c'est que le changement et la rapidité et la façon dont on voit la vie est complètement différente parce que ça nous permet de ne plus se mettre en danger quand on se dit, ben voyons, ça a changé. Comment ça maintenant? Bon, il faut que je lead une équipe, mais je suis à distance. OK, là, il y a une pandémie. OK, il y a des nouvelles technologies. OK, mon client me demande quelque chose de différent. L'expérience client a changé. Les structures de travail ont changé. Fait que là, je n'ai plus peur de ça ou je l'accueille vraiment facilement puisque je suis habituée de continuellement être dans le changement, dans l'évolution. On ne le gère plus. C'est le quotidien. Pour être capable de faire ça, il y a 3 niveaux. Il y a nous, il y a le je, il y a le nous comme équipe, puis il y a l'organisation qui s'inscrit dans une industrie. Tout est connecté. Et si on commence par exemple, l'individu, mais on parle de création d'habitudes. La création d'habitudes, c'est quoi? Alors, j'aime beaucoup Dan Cable. Tu peux tourner la slide. J'aime beaucoup Dan Cable. Vous pouvez le prendre en note, là, puis sinon, le réseau Mallette pourra me demander là, toutes les amis que j'ai rencontrés que j'aimerais vous faire profiter. Dan Cable a écrit un livre sur le Happiness at Work. C'est un gars londonien qui s'est intéressé à la façon dont le cerveau fonctionne. Pourquoi? Parce que dans les années 50, dans les années juste après la guerre, il y a une année de croissance où est-ce qu'on a voulu processer beaucoup nos manufactures, puis on a voulu vraiment faire les trucs, les éléments à la tâche. Donc, on a voulu faire apprendre des tâches à nos employés
pour permettre d'avoir une chaîne de montage super efficace. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a dans le cerveau, c'est en arrière, ça a été découvert il y a seulement 1 an, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle le Seeking System. Je ne sais pas encore en français c'est quoi, le mot n'a même pas été sorti. C'est où est-ce que l'horloge biologique est et que là, quand on a une tâche, par exemple, qu'on aime, qu'on a l'impression qu'elle dure 30 minutes, mais finalement, elle a duré 4 heures, versus une tâche qu'on déteste, qui a duré 1 heure, puis on a l'impression qu'on y a passé la journée dessus. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Bien ça, le Seeking System, on a complètement déréglé le Seeking System, donc on l'a fermé pour s'assurer que les gens soient processés et fassent des éléments à la tâche. Donc, il y a une personne qui m'a posé la question sur c'est quoi le pourcentage maintenant de formation qu'on est à la tâche versus qu'on est dans l'exploration où on est dans le soft skill ou dans l'évolution plus humaine. Bien là, c'est là où je dois vous répondre. Le volet de la formation à la tâche était énorme, c'était massif, 95% à peu près. Et si on regarde un shift depuis effectivement à peu près 2 ans, on sort de la tâche parce que la tâche est une compétence, est un élément plus facile à apprendre. Et là, il y a plusieurs façons, plusieurs véhicules d'apprentissage offerts à nous. Formation en classe, coaching, mentorat, facilitation, des sites qui sont gratuits, des conférences, il y a de l'informel, des pairs, des communautés, du working lunch. Il y a une multitude d'affaires. L'important, c'est la stratégie qu'on va y mettre sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, les indicateurs de performance pour qu'est-ce qu'on veut atteindre comme développement de compétences. Donc, si je reviens à Dan Cable, le Seeking System, il a fait un deal avec Toyota qui est connu pour justement avoir processé ses usines de façon majeure. Il y a une approche qui s'appelle l'approche Toyota d'ailleurs. Ils se sont rendus compte que ça, en faisant ça, ils ont complètement fermé aussi tout l'aspect d'intérêt d'innovation qu'on demande maintenant dans nos organisations. On demande à la personne qui avant opérait de maintenant revoir ses tâches, de pouvoir répondre un peu plus à l'évolution de son poste de travail, etc. Donc, imaginez, on a demandé de gérer des gens à la tâche et maintenant, on leur les rend responsables d'innover et de revoir la façon dont ils faisaient les tâches. Donc, très, 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 très difficile. Alors, pour faire ça, il faut créer des habitudes. L'habitude numéro 1, c'est de mettre la priorité sur l'apprentissage personnel. Donc, c'est plus juste l'organisation qui pousse pour pouvoir nous faire apprendre, mais c'est nous, comme individus, qui se posons la question, sont où mes talents, sont où mes intérêts, comment je peux m'assurer que mon Seeking System soit dans le tapis pour être vraiment créatif dans mon secteur. Plein de monde me disent, oui, mais moi, Marie, je ne suis pas créative, je n'ai pas de volet artistique. La réponse, c'est pas vrai. Chaque personne est créative. Même si tu es très carré comme style, tu as une créativité dans ton approche de vie. Donc, c'est ça qu'il faut ressortir pour, après ça, s'engager à apprendre quelque chose à tous les jours. Comment on est capable de faire travailler notre muscle pour justement être capable de craquer puis de motiver notre Seeking System? C'est comme aller au gym. Moi, j'adorerais aller au gym pendant 1 mois, intensivement, puis être correct pour l'année. Ça serait le gros bonheur. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. On le voit en pandémie, j'ai complètement arrêté d'aller au CrossFit, puis là, j'ai l'impression que, genre, je suis rendue plus molle. Donc, il y a une constance, il y a une résilience, il y a une évolution, il y a une détermination associée à ça. C'est la même chose avec notre cerveau. On est obligé d'apprendre, on est condamné à apprendre des choses à tous les jours pour être capable de maintenir notre Seeking System au niveau qu'on veut pour être capable, après ça, de dégager les endorphines de bonheur, etc. Fait que ma recommandation, super simple pour ça, 10 minutes, 10 jours. Essayez ça. Je me mets en danger 10 minutes à apprendre quelque chose, n'importe quoi. Parler à des gens que d'habitude je ne suis pas habituée, lire un article sur un truc qui m'intéresse mais qui est complètement pas lié à ma vie personnelle ou professionnelle, essayer un nouveau sport. Ça peut être dire, ben moi, je ne marche pas dans la vie, puis je vais aller marcher, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe pendant 10 minutes, c'est quoi que je vis. L'important, c'est de se sortir de notre zone 10 minutes, 10 jours. Qu'est-ce que ça fait? Je me fous de l'activité que vous allez faire. Je ne veux pas vous faire développer des nouvelles compétences dans la course ou dans la marche. Ce que je veux, c'est habituer votre cerveau à vous mettre à apprendre, désapprendre, puis à réapprendre pendant 10 minutes à tous les jours. Ce qui se passe après 10 jours, si vous êtes assez assidu, vous allez vous rendre compte que naturellement, cette habitude va s'instaurer. Flagellez-vous pas si vous ne le faites pas tous les jours après, mais de toute façon, l'habitude va s'instaurer, puis la curiosité va venir, puis vous allez voir, vous allez avoir un goût d'apprendre continuel. Le deuxième élément, on tourne la slide,
c'est que malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Donc, oubliez ça, il faut mettre les efforts. Donc, est-ce que quand on dit « Ouais, mais eux autres sont super talentueux, ils apprennent super vite », moi, je disais ça de mes profs dans le temps, puis de mes experts en tech. « Ah, mais ils apprennent, ils sont autodidactes, ils n'ont pas besoin, ils ont un secondaire 5, ils sont super autodidactes. » Vous avez probablement rencontré des gens comme ça, ou des gens qui apprennent, qui bouffent la vie. Ben oui, ils sont capables de faire ça dans les passions qu'ils ont. Mais si vous les mettez dans d'autres trucs qui les rend inconfortables, je vous bête vraiment beaucoup d'argent que le apprendre, désapprendre, réapprendre, qui vont leur permettre de pouvoir évoluer dans un milieu rapide comme en ce moment, ils vont devoir mettre les mêmes efforts que vous pour s'assurer d'y parvenir. On tourne la slide. Donc, comment qu'on fait aussi pour que ça soit difficile, mais que ça soit le fun? S'entourer de gens qui ont aussi envie d'apprendre. Je vous entendais tout à l'heure dire « Ah, ça fait du bien, on retourne tranquillement au bureau. » Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est pas nécessairement la connexion de voir quelqu'un, on le voit en ligne. Mais c'est l'intuition, c'est le goût d'être connecté live. On est habitué, on est des latins, on est habitué d'être connectés ensemble. Mais on veut s'entourer de gens qui d'habitude nous ressemblent et aussi de gens qui viennent compléter quelque chose à nous. Meilleur exemple, le choix de votre partenaire de vie. Posez-vous la question pourquoi vous l'avez choisi. Moi, je me suis posé la question, il est introverti, dans sa tête, scientifique, et il haït communiquer. OK? Vous venez me voir un peu, là, je suis l'opposé. Et pourquoi? C'est qu'on a tendance à s'entourer de gens qui vont venir nous compléter, puis on ne le sait même pas. L'enjeu, c'est quand on connaît notre partenaire de vie, on a 20 ans, 24 ans, fait qu'on ne se connaît pas tant. Fait que le beau de la chose, c'est que là, on évolue ensemble puis tout ça, puis en se connaissant pas, bien, on essaye d'évoluer tout le temps en même temps, mais c'est la même chose au niveau carrière. Au niveau carrière, on s'entoure de gens qui vont être éclectiques, pas éclectiques. Des fois, il y en a qui vont rester, qui vont perdurer dans d'autres, et ça va être plus court terme, puis on le sait. Mais ça, c'est super important. L'écosystème va vous permettre de pouvoir aller chercher ça. Donc, des réseaux comme Mallette, c'est comme big time. Vous allez chercher des gens qui sont complètement différents, qui vont venir vous aider à devenir la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Une fois qu'on a dit ça, puis que moi, là, je suis vraiment super championne de la Terre du côté, genre, de moi-même, mais là, je fais partie d'une équipe, je fais partie d'un écosystème. On tourne la slide. Donc, comment que je suis capable de créer cette ouverture-là en équipe? Parce que je les aime, mes coéquipiers, je les adore, mais il y en a à qui je connecte un peu moins, il y en a avec qui je connecte un peu plus. C'est tout à fait normal. Ce qui est prouvé, on tourne la slide, c'est que maintenant, il y a des nouveaux modèles d'apprentissage, exemple, qui vont nous obliger à ouvrir puis à prendre une posture beaucoup plus ouverte en équipe. On l'a vécu dans plusieurs organisations, on le voit, les gens vont fleurir, les gens vont pouvoir contribuer dans une équipe le plus possible s'ils sont dans l'ouverture. Parce que si on veut se sortir de la formation puis de l'apprentissage à la tâche et qu'on est plus dans l'humain puis qu'on est plus dans la compétence qu'on appelle un peu plus molle pour nous permettre de contribuer puis nous permettre d'avancer plus rapidement, bien, il faut être capable d'être dans des équipes de travail qui sont dans l'ouverture. Donc, 3 éléments pour être dans l'ouverture, sentiment de sécurité. Et ça, il y a des rituels qu'on peut mettre en place. Donc, posez-vous la question, est-ce que je me sens en sécurité dans l'équipe que je suis? Ça, c'est l'équipe naturelle. Okay? Des équipes naturelles sont des équipes avec qui vous travaillez dans votre unité d'affaires. Ou des fois, c'est des équipes aussi que, dans le fond, vous êtes chez des clients puis vous êtes dans une équipe naturelle là-bas. Est-ce que je me sens en sécurité pour être capable de collaborer? Si la réponse est moyen, bonne nouvelle, ça se travaille. Donc, c'est pas vrai qu'une équipe ne se travaille pas au niveau de la sentiment de sécurité. Il y a toutes des méthodes, des approches, tout ça. Je pourrais vous en donner si c'est intéressant pour vous. Il y a des rituels, il y a des façons de faire qui nous permettent de se mettre de s'élever dans un sentiment de sécurité pour pouvoir collaborer. Ce qui se passe quand on est dans un sentiment de sécurité pour collaborer, on tourne la slide, bien, on peut se rendre vulnérable, authentique, intègre, beaucoup de valeurs qu'on voit dans les annonces des organisations. Mais là, c'est le temps jamais de le démontrer pour éviter le sentiment d'échec. Parce que si on est dans notre ticking system, si on est dans notre innovation, si on veut contribuer différemment à notre équipe, on veut sortir de la tâche, on veut être capable de faire avancer notre organisation le plus rapidement possible, les organisations sont des cellules d'équipe performantes. Donc, on est aussi fort que notre maillon le plus faible. On est dans le darwinisme. Le darwinisme, ce ne sont pas les individus ou les êtres vivants les plus forts et les plus intelligents qui perdurent, ce sont ceux qui sont le plus adaptés. Donc, les équipes sont là pour s'adapter au mouvement qui se passe. Fait qu'on se rend vulnérable, on comprend qu'il y a des échecs ou des trucs génèrent des opportunités d'apprentissage.
Donc là, on a tout notre noyau informel qui va nous permettre ensemble de créer des cartographies de compétences clés qu'on devrait retrouver dans notre organisation. Sans ces compétences clés-là, sorry, on est fait. Parce qu'on va être fort, on va être des rockstars un à côté de l'autre, mais on ne sera pas capable d'avoir communautairement et collectivement les compétences adéquates pour faire évoluer notre équipe. Le dernier point dans l'équipe, c'est de comprendre le rôle de chacun. Ça ne veut pas dire de faire le rôle de chacun. Ça veut dire d'être capable de se mettre dans les souliers de l'autre pour optimiser notre collaboration. Des exemples concrets, DevOps par exemple. DevOps, c'est maintenant nos développeurs, nos programmeurs informatiques, on leur demande de bien comprendre les opérations. Pourquoi? Ils développaient des trucs pour les opérations, mais c'était deux grandes solitudes. Maintenant, les développeurs doivent être DevOps, puis les opérations doivent être un peu Dev. Fait que ça optimise la collaboration. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui gère des opérations va commencer à coder. Ça veut dire que quelqu'un qui gère des opérations va comprendre comment son collègue en développement informatique va pouvoir travailler. Et là, la partage de responsabilités devient beaucoup plus facile. Une fois qu'on a fait ça, comment on est capable d'œuvrer dans une organisation qui a plein de cellules d'équipe puis qui doit aussi avoir une culture d'apprentissage? On tourne. Là, moi, ça, c'est un statement que je dis. Il y a beaucoup d'organisations qui disent qu'ils ont une culture d'innovation. Ben, McKinsey le dit, ils sont super forts là-dedans. 16% seulement, mondialement, ont une culture d'innovation. C'est pas vrai qu'on a une culture d'innovation. Agenda n'a pas une culture d'innovation. Agenda a une culture d'apprentissage, mais elle n'a pas la maturité encore pour dire qu'elle a une culture d'innovation. Pour passer à une culture d'innovation qui est le rêve ultime de tous les leaders, pour être capable de justement faire les vagues de changement puis les évolutions puis d'être toujours le leader de son domaine, mais il faut passer par une culture d'apprentissage où est-ce que l'erreur est acceptée, où est-ce que tout le monde est allumé pour dire hey, on remet en statu quo qu'est-ce qui existe depuis 10 ans, et que tout le monde est dans son je ne suis plus une tâche, je suis dans une responsabilité et je suis dans une équipe et je suis dans une organisation. Et comment qu'on fait ça? Une autre de vos questions a été, on investit combien, nous, comme organisation, en moyenne au Canada ou au Québec? Je ne suis pas capable d'avoir présentement le Québec. J'ai les données de AFI, dans notre division formation. Je peux vous donner comme exemple chez nos clients, qui perdurent puis qui fonctionnent quand même bien avec le Canada, versus le reste du monde entier. États-Unis, Europe, c'est sûr qu'on prend les pays qui ne sont pas émergents, on prend les pays qui ont une maturité comme nous. Donc, chez nous, au Canada, on investit 500 $ en moyenne par personne, par année. Tandis que c'est le double chez nos voisins du Sud ou nos voisins de la gauche puis de la droite. Donc, pourquoi? Pourquoi? C'est qu'on a toujours associé l'apprentissage puis on a toujours associé l'évolution de notre organisation à justement une structure des processus, une stratégie d'affaires qui amène des processus de travail, qui amène des tâches, donc des humains dans des tâches qu'on développe basées sur des technologies. Maintenant, c'est plus ça. Le volet stratégie, processus, humain et technologie, on passe à un autre appel. Maintenant, on va travailler beaucoup la culture, les compétences et les outils. Parce que les outils ne sont plus seulement technologiques. Les outils peuvent être des cadres de référence, des concepts, des approches, etc. Donc ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet finalement de se rendre compte qu'on investit beaucoup plus massivement qu'on pense. C'est notre apprentissage, mais on ne la structure pas. Donc, si on regarde la création d'espace par l'organisation a une responsabilité de donner puis de partager notre raison d'être. Tu peux tourner la slide. Donc, communiquer des objectifs qui sont clairs, des parcours clairs pour les atteindre. On est aligné. On le sait, une organisation qui perdure et qui est vraiment très forte, ce sont les organisations les plus alignées dans leurs objectifs. Ce n'est pas les organisations qui ont la meilleure stratégie, c'est l'organisation qui est capable d'exécuter efficacement leur alignement. Comment on est capable de faire ça avec des demandes assez agressives? Les organisations veulent grandir, veulent croître, mais en même temps, la capacité des humains puis des équipes de travail sont limitées parce que les compétences, maintenant, évoluent de façon majeure. Donc, on demande de faire dans la rapidité de marché, on demande que les gens continuent à se développer le plus vite possible, non plus dans une habitude, mais dans des événements, qui soient rendus les athlètes olympiques du développement personnel, etc. Donc, comment qu'on fait pour ne pas s'y perdre? Bien là, c'est là où est-ce qu'on se ramène sur la pertinence, puis on se ramène sur l'intelligence collective.
Donc, nos recommandations maintenant là-dessus, et ce qu'on se rend compte qui fonctionne très bien, c'est de pouvoir, puis Mallette l'a très bien fait dans les dernières années, c'est de définir des compétences qui sont critiques à l'organisation, basées sur la planification stratégique et où est-ce qu'on veut s'en aller, sachant pertinemment qu'on est capable de se faire un miroir et de se regarder dans le visage puis de dire, OK, il y a des compétences qu'on n'a pas dans l'organisation présentement. Chez Agenda, je peux vous dire que, par exemple, des compétences de développement de produits, on n'a pas ça. On doit développer ça. Donc, c'est super simple. Dans nos cartographies, on se rend compte que du développement de produits, c'est pas ça. On est une entreprise, en premier lieu, de services technologiques, de services de transformation, de conseils, puis de produits de formation. On n'a pas le mindset de penser développement de produits. Donc, comment on est capable de développer? On a décidé que c'est une compétence maintenant qui était critique. Alors, on l'a mappé avec la planification stratégique, puis on a décidé de développer une intelligence collective par rapport à ça. Fait qu'annuellement, on définit à peu près 2 ou 3 compétences ciblées pour l'organisation, puis on alloue un budget à ça. Fait que les budgets de formation et d'apprentissage ont été décentralisés depuis des dizaines d'années. Donc, les budgets ont descendu, ont été dans les unités d'affaires plus, et on laissait l'opportunité aux équipes d'œuvrer et de décider comment fonctionner et comment se développer. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait que 85% des individus au Québec choisissent eux-mêmes leur formation. Donc, ils vont le choisir de la bonne manière pour eux, mais ils ne seront pas nécessairement toujours attachés et alignés à notre focus organisationnel puisqu'ils ne sont pas au courant de tout. Alors, c'est là qu'on va aller rechercher. On va faire maintenant des niveaux. Fait qu'on va travailler les stratégies de développement de compétences des gens. On va travailler les compétences des équipes. Puis, on va aussi avoir une stratégie de compétences critiques massive qui va toucher l'ensemble de l'organisation, puis c'est à laquelle on va allouer un budget maintenant. Donc, on ne décentralisera plus l'ensemble des budgets. On va en garder au moins à peu près 40% pour l'organisation. Là, ça fait des miracles parce que là, collectivement, on vient parler le même langage, on vient s'assurer qu'on comprend les mêmes choses, puis vers où est-ce qu'on s'en va. Donc, des exemples concrets. Des organisations qui font le virage numérique avec Office 365, mais on ne donne pas de formation à la tâche Office 365. On va former sur l'impact de la gestion documentaire, l'impact de la gouvernance, comment on communique chez nous, comment on gère nos projets, etc. Ça devient des compétences critiques intéressantes. Tout comme, par exemple, je vais utiliser plusieurs de nos clients qui vont développer la compétence de coach aux leaders. Parce que les leaders, maintenant, doivent avoir une approche de coach pour pouvoir être capables de développer leur équipe. Donc, ça devient des compétences qui sont critiques collectives sur lesquelles on va travailler, qui va nous permettre de passer à un autre niveau. Ma dernière slide là-dessus, des fois, ça choque, mais je dis que busy is the new stupid. Faire attention à prendre le temps d'apprendre. Quand on dit ça, « j'ai pas le temps, tout ça, nanana », rappelez-vous, alignement, focus. Il y a une grande différence entre urgence et priorité. Moi, je suis la championne de l'urgence. C'est connu dans mon organisation. Tout est urgent. Maintenant, je me parle. C'est une compétence que je me développe. Donc, ça, pourquoi je dis le business de New Stupid, c'est que rappelez-vous, si votre horaire n'a plus de bon sens, si vous vous rendez compte que vous êtes loadé comme un chameau, repositionnez-vous sur mon organisation a besoin de quoi d'une personne comme moi présentement, mon équipe a besoin de quoi, puis où est-ce que je vais aller chercher des résultats et morceler ces résultats-là, hebdomadaires, journaliers. Vous allez voir, là, vous allez créer dans notre triangle l'espace humain, utilisant les espaces virtuels et physiques pour pouvoir arriver à quelque chose de plaisant. Alors, merci beaucoup. Merci, Marie-Pierre. On a reçu plusieurs questions. Donc, je vais commencer avec une première ici. Si les gens y en ont d'autres, n'hésitez pas à nous les écrire sur le fil questions et réponses. Donc, ici, on a quelqu'un qui nous écrit « Étant architecte, on nous demande de concevoir des espaces de travail. Comment adapter et planifier les espaces de travail en lien avec les changements et bouleversements actuels? Quels sont les repères ou objectifs sur lesquels appuyer nos décisions de design, aussi avec les 5 générations? » Ça, là, c'est un excellent point, puis c'est un de mes combats depuis un bout. Pour les gens qui connaissent Agenda, connaissent les bureaux d'Agenda à Québec et à Montréal. Donc, c'est des bureaux, c'est carrément des showrooms de nouvelles technologies, de nouvelles approches humaines, etc. Et c'est moi qui les design avec Perron Design depuis des années. Donc, Perron Design va faire l'architecture, le design, et moi, je vais tout faire l'aspect rituel, l'aspect fonctionnel des choses et tout ça.
On a commencé aussi à aider des organisations à rentrer là-dedans parce que ce qu'on s'est rendu compte, puis c'est le gros enjeu de cette industrie-là qui va se développer et que je pense qui va devenir excessivement stratégique, qui est l'architecture de locaux, c'est que plutôt que de se poser la question combien de salles de conférence nous avons besoin, combien de pieds carrés nous avons besoin par personne, puis de commencer à se poser la question, mais massivement puis globalement, c'est quoi nos besoins comme organisation. Maintenant, il y a des ateliers de travail qu'on fait pour pouvoir être capable de sortir la culture de l'organisation, sortir les grands rituels importants, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir attacher cette culture-là qu'on veut. Fait que donc, chaque organisation a des approches différentes. Il y a des gens que la machine à café, là, c'est comme le centre de l'univers. Il y a d'autres que c'est simplement une commodité. Fait que ça, il faut le comprendre pour être capable après ça de le régler dans notre tête, dans notre structure. Il faut comprendre aussi l'utilisation des technologies de cette firme-là, de cette organisation-là, parce que ça, si l'organisation est super technologique et qu'on fait une architecture sur la technologie 2020, il faut se poser la question, c'est quoi la technologie 2022, 2023 pour être sûr de pouvoir faire vivre les locaux adéquatement. Et le volet 3, c'est que ce que je m'assure de faire et ma recommandation de vos architectes est toujours de se poser la question, dans 5 ans, cette organisation-là va avoir l'air de quoi? Donc, moi, je vais être très intrusive dans mes discussions du genre, est-ce que vous êtes une organisation qui voulez avoir une croissance de 30%, puis là, vous allez doubler en 3 ans, puis là, vous allez doubler comment, puis quel type de produit, ça va avoir un impact sur quoi dans vos besoins, puis les types de génération que vous avez. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes? Est-ce que vous avez beaucoup de plus vieux? Ou est-ce que vous avez des familles ou quoi que ce soit qui va faire qu'on va faire des moyennes? Fait que là, ce ne sera plus le pied carré qui va perdurer, ça va être des moyennes d'utilisation des locaux, des moyennes d'utilisation de type de stock. L'enjeu de ça, c'est que souvent, le client ne le sait pas. Parce que le client ne peut pas savoir ce qu'il ne sait pas. Donc, l'important est de vraiment se mettre à imager puis à se dire, bon, bien, par exemple, moi, dans mon organisation. C'est pour ça que moi, j'ai créé des univers avec Steelcase, d'ailleurs, que j'adore là, pour les gens qui ont un intérêt sur l'intelligence spatiale. Steelcase, c'est une business aux États-Unis, leader en meubles, mais qui crée des environnements complètement éclectiques, complètement funky pour ce genre de besoins-là et qui ont tous des e-books et des articles spécifiques pour expliquer puis accompagner les organisations d'aujourd'hui à évoluer de la bonne manière. Chez Steelcase, le président n'a pas de bureau. Il a une cabine téléphonique pour son travail dans le milieu de la place. Parce que lui, ce qu'il s'est dit, c'est que je me rends disponible tout le temps, mais quand je suis dans ma cabine téléphonique, donc c'est vraiment petit, là, c'est 2 pieds carrés, super insonorisé, tout ça, c'est parce que je suis en meeting, c'est parce que je suis dans quelque chose sur lequel je dois me concentrer, donc j'ai besoin d'une bulle. Fait que, tu sais, ils vont vraiment jusqu'à là. Nous, c'est des pods qu'on a chez nous et tout, là, mais en tout cas, si ça vous intéresse, ici aussi, en déconfinement, vous voulez venir visiter des types de locaux du futur, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci, Marie-Pierre. Une autre question que j'ai reçue, quelle démarche doit-on prendre pour faire une bonne évaluation des besoins de formation d'une équipe, que ce soit pour des besoins individuels ou des besoins pour l'équipe? Alors, c'est 2 éléments pour moi. Je pars toujours de la même manière. Il y a une contribution collective à ça. Donc là, culture d'apprentissage, c'est opportunité majeure de le travailler en équipe, ce volet-là. Donc, de créer un comité. Donc, si vous êtes 20 dans l'équipe, je ne dis pas de mettre tout le monde 20 là-dedans. Et la dernière chose que tu veux, c'est de partir et de dire « Hey, c'est quoi tu as pensé? Quel développement tu as pensé? » puis d'y aller individuel. Donc, ce que je fais, ce que je recommande, c'est de partir de l'équipe puis de partir d'une cartographie de compétences de l'équipe. Ça veut dire que M. Tremblay, Mme Goujon, M. Jonca et compagnie, tout le monde est là. Puis on définit les compétences critiques comme leader qu'on sait qu'on a besoin pour pouvoir faire évoluer notre équipe. On la met. Les conseils d'administration font ça souvent, puis on s'auto-évalue. On auto-évalue nos gens là-dessus et on peut aussi collectivement demander là à chacun de s'évaluer sur ses compétences critiques-là. Donc, on va diriger les discussions pour l'aspect individuel qui va arriver parce qu'on veut aussi influencer et on veut aider des gens qui ne voient pas leurs compétences aussi parce qu'on a ça, on a des gens qui ont un enjeu de s'auto-voir, donc on doit les aider là-dedans. Fait que je pars de la cartographie, je pars toujours de l'équipe. La cartographie de compétences critiques, sachant les indicateurs de performance que je dois livrer dans les 2 ou 3 prochaines années. Je vois les trous aussi. Discussion après ça, comité en équipe, présentant le travail, présentant la vision de ce qu'on a de l'équipe. On n'est pas d'accord, on est d'accord, débat, atelier, think tank là-dessus.
on se perdure, là, on se rend compte de ce qu'on n'a pas, on se rend compte de ce qu'on doit travailler, puis là, il y a des gens qui lèvent la main. Bien, moi, je veux travailler ça. Et là, on travaille les plans de formation individuels. Et là, ça devient aussi une discussion super intéressante pour ne pas attendre à la fin de l'année pour savoir qu'est-ce que notre personne et comment notre personne se voit puis se positionne dans l'équipe. Fait que ça prévient aussi le fameux bougeage que des fois, on ne sait pas, la personne n'est pas super heureuse ou se visualise pas. Puis on peut avoir des surprises d'un départ ou on peut avoir des surprises de présentéisme ou de quelqu'un qui finalement va rester ancré dans ses compétences actuelles. Fait qu'on va faire émerger ça en même temps. Super, merci. J'ai une question ici. Quelle approche prendre avec des individus qui sont réfractaires à l'idée d'apprendre de nouvelles technologies, même si c'est en lien direct avec son travail? Ça, c'est mes meilleurs. Ça, je les adore. Je les adore. En fait, il faut comprendre un truc, OK? Qu'on fasse n'importe quoi dans une organisation ou dans un groupe, il va toujours y avoir 5 à 10 de réfractaires. Moi, je les appelle ceux qui sont dans le... Tu sais, dans une voiture, tu as le monde, la personne qui tient le volant, là, puis qui est comme méga excitée de faire la route. Tu as le pilote à côté qui est souvent le second puis qui va donner un coup de main sur la route. Tu as les autres qui sont en arrière qui ont bien du fun. Puis tu as ceux-là qui sont dans le coffre puis qui boudent. OK? Donc, on en a qui sont dans le coffre puis qui boudent. On a 5 à 10 Si vous en avez plus que ça, donc posez-vous la question comment vous les approchez puis comment actuellement, y a-t-il un côté morose ou y a-t-il un désengagement de la part de ces équipes-là puis tout ça. Donc, pour le 5 à 10 point numéro 1, vous ne les changerez pas. Ça, c'est le point numéro 1. J'ai tout essayé. Motivé fois 1000, ça ne fonctionne pas. Donc, tu peux amener le cheval à boire, mais tu ne peux pas le faire boire. Ce que je fais, c'est que moi, je perdure dans le temps, dans les communications et tout ça, pour, à un moment donné, m'assurer que c'est la personne qui est obligée de me dire « Mais dans le fond, tu sais quoi? Je ne veux pas l'apprendre, la technologie. » Et là, il y a une discussion autre à faire. Donc, il faut y aller par étapes avec ces gens-là. Il y en a, si vous en avez plus que 5 à 10 ils sont récupérables. Donc, il faut avoir vraiment une stratégie d'approche pour dire on va les approcher tranquillement, pas vite. Je vous rappelle sur la crainte. Il faut comprendre l'inconfort. Est-ce que c'est nouveau pour eux d'apprendre à désapprendre, à réapprendre? Est-ce qu'on ne peut pas attaquer le système téléphonique et le système techno tout de suite, mais leur permettre de se mettre dans un atelier de travail ou quoi, ou d'ouvrir leurs horizons pour voir c'est quoi finalement apprendre quelque chose. Puis là, tout d'un coup, après ça, sans qu'ils s'en rendent compte, petite bouchée à petite bouchée, ils vont prendre quand même un plaisir à ça parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas en danger. Fait qu'il faut comprendre pourquoi ils sont en danger. Il faut comprendre votre pourcentage de chance de le sortir du coffre. Puis si vous vous rendez compte qu'il sort du coffre, vous laissez aller. Vous ne pouvez pas. L'équipe va se charger de cette personne-là. C'est plus vous comme leader. Vous amenez à boire, vous coachez, vous mentorez, mais à un moment donné. Puis pour les autres, bien, il y a un plan structuré d'étapes qui est clair, qui est challengé ensemble aussi, de dire, ben OK, ouais, ben moi, la technologie, je la trouve trop lourde à apprendre. OK, explique-moi pourquoi. Des fois aussi, c'est des problèmes, des enjeux de tâches. C'est que la nouvelle technologie, il y a des trucs qui n'ont pas été pensés, puis là, ils se disent, je vais faire le travail en double. Fait qu'ils ne voient pas ça comme une solution, ils voient ça comme un double travail. Fait que ça, il faut vraiment comprendre la problématique ou le défi de la personne. Ou c'est-tu du stress, manque de confiance en soi ou quoi que ce soit. Fait que là, selon où est-ce qu'on est, on a des initiatives qu'on peut faire pour les accompagner. Super. J'ai 2 questions ici qui sont peut-être dans le même lien. Donc, quel type de formation est le plus en demande dans votre entreprise par vos clients et quels sont les meilleurs canaux afin d'obtenir des sources fiables d'apprentissage? Oui. En fait, je vais commencer par ce qui est demandé et tout ça. Grosse montée, puis c'est pas juste avec la pandémie là, sur tout ce qui est organisation du travail, télétravail, gestion à distance, etc. Et non pas, et là, je vous parle pas nécessairement de l'outil, mettons d'un outil comme Office 365. Oui, ça, il y a beaucoup de demandes, mais je vais vous parler vraiment de l'impact de gouvernance dans l'organisation. Donc, on voit une montée massive de tout ce qui est compétences humaines qu'on appelle, parce qu'effectivement, ça nous dégage aussi de ce qui s'en vient, là, où est-ce qu'il y a une robotisation. J'en ai pas parlé beaucoup, là, mais il y a une robotisation de à peu près 60% de nos tâches qui s'en vient d'ici 5 à 7 ans, qui va être accélérée aussi par la pandémie présentement. Donc, ce qui va nous rester comme individu, ça va être tout ce qui est compétences humaines que le robot ne pourra pas faire. Donc, il y a toute une relation, il y a tout l'aspect coaching, il y a tout l'aspect intelligence qui va être là. Donc, ça, on le voit déjà arriver, là, où est-ce que les leaders
ont un grand besoin d'être accompagnés, compétences de coaching, compétences aussi de comment œuvrer dans un monde VICA qu'on appelle, donc d'un monde qui est complètement volatile, incertain et tout ça. Fait que ça, c'est très, très fort. Recrudescence majeure de tout ce qui est formation technique cloud. Donc, qu'on parle d'Amazon, qu'on parle d'Azure, qu'on parle de Google, ça, c'est comme dans le tapis, là, nos cours sont à 12 à 15 à toutes les fois. Il y a beaucoup de jeux là-dedans. Donc, je vous dirais que c'est tout ce qui transforme présentement sont les cours qui sont vraiment demandés. Étonnamment, moi, ça fait 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans de carrière avec AFI. Je suis rendue la plus vieille au Canada dans le monde de la formation. Tout le monde a déserté cette industrie-là. Je commence à me poser la question si c'est moi qui est folle de rester. Là. Mais encore maintenant, depuis 20 ans, 70% de nos gens qui prennent du cours bureautique, c'est du Excel. Donc, encore une grosse montée de tout ce qui est Excel, Power BI, surtout toute l'intelligence d'affaires qu'on peut être capable de sortir de nos données. Là. Ça, là, c'est comme super populaire. Fait que 3 choses, ce qui est aspect humain, ce qui est aspect données, data, ce qui est aspect très techno, c'est là qu'on voit une recrudescence. Je vous inviterai aussi sur afiexpertise.com pour vous donner une idée. Là. En haut, il y a une belle barre rose, puis j'ai créé moi-même des espèces de nice to have pour le PACME, pour le virage numérique. Fait que ça a sorti de nos 500 cours, plein de cours justement populaires qui devraient attirer votre attention. Fait que allez-y, ça va vous donner probablement réponse à vos questions là-dessus. Deuxième question, où est-ce qu'on va chercher de la formation? Moi, je vous dirais que chaque personne est unique et différente. Toutefois, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une recrudescence majeure actuellement de tout ce qui est conférences, que tout ce qui est salon, l'ORHA, les CPA, tout ça, écoute, ça monte en flèche, on le voyait. Bon. L'impact de ça, c'est que ne pensez pas qu'il va y avoir de grands salons de milliers de personnes si la prochaine année ou la prochaine année et demie, ça n'arrivera pas. On le voit, là, C2 a rendu disponible des discussions, puis des collaborations, puis des conversations en ligne. Donc ça, c'est un morceau qui est super intéressant pour aller chercher rapidement ce que j'appelle l'influence, se virer le cerveau à l'envers, se poser des questions et tout ça. Donc tout ce qui est produits de conférences, de grandes tendances, ce qu'on fait là en ce moment, là, ce que ça fait, c'est supposé vous shaker les nénettes, puis vous dire « Oh my God, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je change une habitude, il faut que je fasse un truc. » Puis si vous ne sortez pas de ma conférence puis que vous n'avez pas fait ça, moi, je n'ai pas fait ma job. Ça reste à 5% à peu près dans votre corps, puis dans votre tête, dans votre cœur. Fait que c'est intéressant, mais là, le problème, c'est qu'il y en a trop. Fait qu'il y a l'aspect aussi informel, donc la collaboration avec les collègues et tout ça, donc très fort, working lunch, tout ça, super important. Ça reste encore un petit peu plus. Mais ça ne restera pas tant si longtemps que vous ne l'expérimentez pas. Fait que c'est de trouver des éléments qui vont vous permettre d'expérimenter puis vont vous connecter. Puis là, je vais avoir l'air bien ésotérique, là, mais tête, corps, cœur. Parce que si là, je vais juste travailler votre tête, ça ne restera pas. Si je travaille juste votre cœur, puis qu'est-ce que vous sentez comme des conférences, ça ne remontera pas à la tête. Donc, il faut que vous trouviez des éléments où est-ce que ça va être cérébral, mais en même temps intuitif, puis en même temps, ça va vous parler. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles gratuitement. Les grandes universités du monde, maintenant, font des MOOC, font des edX de ce monde, des Harvard, des London Business School, des Stanford. Ils offrent plein de contenus gratuits. Il y a aussi, évidemment, des firmes comme nous, AFI, où est-ce que là, on va vraiment pointer des éléments intéressants et tout ça. Puis, il y a aussi, évidemment, la bonne vieille lecture. Parce que je veux juste vous rappeler que maintenant, là, on n'est plus obligé de se taper un livre. Là. On peut se taper un podcast. Fait que si vous êtes craqué comme moi, puis vous décidez d'aller courir, mais en même temps, faire un duo, là, bien, craquez-vous un podcast, puis écoutez un podcast sur un livre XYZ qui va vous parler. Vous allez être étonné comment vous apprenez quand votre corps bouge. C'est pour ça que je vous parle de la connexion. Fait que si on est assis et on est en mode, en ce moment, là, d'attente, je suis certaine que sur les centaines et centaines de personnes qui, en ce moment, il y a très peu de gens qui ont dit « Ah, OK, elle n'est pas pire, mais je vais l'écouter 100% puis je ne prendrai pas mes emails. » Je ne suis pas insultée, là. C'est le même, ça marche. Fait que quand on bouge puis quand on fait quelque chose en même temps, c'est là que ça nous permet expérientiellement parlant d'y aller. Fait que c'est super important d'aller chercher ces 3 sphères-là. Faites-vous inspirer.
faites-vous engager dans un groupe ou quoi que ce soit, puis communautaire, puis vous êtes là, puis vous auto-obligez d'amener quelque chose à la table, mais aussi apprenez de façon aussi traditionnelle, ce qui veut dire d'utiliser vraiment là, tout ce que vous avez. Donc, formation, podcast, puis investissez. Harvard m'a coûté une fortune, j'avais pas une scène. J'ai hypothéqué ma maison. OK, ça c'est craqué, là, vous allez me dire. J'ai payé 150 000 $ pour un cours de MBA exécutif. J'avais déjà un MBA. Ça a changé ma vie. Parce que ça a complètement reseté ma façon de voir les choses. Bon, là, vous allez dire c'est l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, vous voyez quelque chose qui vous intéresse massivement, puis là, vous dites est-ce que je vais investir là? La réponse est oui. Wow, merci Marie-Pierre. Je pense que ça va être tout pour les questions car le temps file rapidement. J'adore ton énergie, merci beaucoup. Je suis certaine que ta présentation d'aujourd'hui a réussi à réveiller les gens et à faire en sorte de prendre leur culture d'apprentissage, de devoir la changer, leur culture d'apprentissage et la faire évoluer du moins. Donc, un gros merci. Fait plaisir. Je suis extrêmement contente d'avoir. Aujourd'hui, c'était notre dernier webinaire de la saison 2019-2020 au réseau Mallette et de finir avec quelqu'un d'aussi dynamique, ça a été un plaisir pour nous. Sachez que dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir lancer notre programmation 2020-2021 pour nos activités qui vont reprendre en septembre. Donc, si vous voulez en savoir plus, contactez-nous directement sur réseaumallette@mallette.ca. Nous allons pouvoir vous présenter ce qu'est le réseau Mallette pour la prochaine année. Donc, sur ce, je vous remercie tout le monde pour votre présence. Les 3 derniers mois en ligne ont été extrêmement challengeants et très pertinents d'avoir des invités comme vous. Donc, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée.